Je me souviens encore de l'éclat dans ses yeux ce jour-là. Chloé était sur la scène du grand amphithéâtre de la Sorbonne, dans sa toge bleu marine, tenant son diplôme de droit et m'adressant un signe de la main comme une enfant qui vient de gagner un prix. Ma poitrine s'est gonflée de fierté. J'avais cumulé 2 emplois, renoncé à des vacances et même vendu ma Clio 2010 pour qu'elle puisse poursuivre ce rêve. Quand elle a accouru dans mes bras après la cérémonie, les larmes aux yeux, j'ai pensé que nous avions réussi. Ensemble. Dans le public, Madame Dubois, sa mère, séchait ses larmes, tandis que Monsieur Dubois, son père, prenait des photos, sans arrêt avec ce vieil appareil qu'il emportait partout. Ses amis, tous camarades de promotion, criaient et lançaient leurs mortiers en l'air sur la pelouse devant le bâtiment de l'université. C'était une chaude journée de novembre à Paris, avec ce ciel bleu qui apparaît si rarement dans la ville grise. « On a réussi, Thomas », m'a-t-elle murmuré à l'oreille quand je l'ai serré dans mes bras. « C'est grâce à toi. » Nous avons organisé une petite fête dans l'appartement que nous louions dans le Marais. Rien de bien grandiose. De la bière, des amuse-gueules, et ce gâteau au chocolat et à la noix de coco que Madame Martin, notre voisine, avait tenu à préparer. Ses parents, quelques amis de la fac et 2 collègues du cabinet où elle était stagiaire. Je me sentais épuisé, mais comblé. Je travaillais comme technicien informatique le jour et chauffeur VTC la nuit pour m'assurer qu'elle puisse se consacrer entièrement à ses études. Ce n'est que la semaine suivante, un mardi ordinaire, que tout s'est effondré. Je suis rentré du travail plus tôt. J'avais acheté des fleurs pour fêter sa première semaine en tant qu'avocate diplômée. Elle était assise à la table de la cuisine, silencieuse, avec une chemise bleue devant elle. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans me regarder dans les yeux. J'ai posé les fleurs sur le comptoir et je me suis assis. À l'intérieur du dossier, des papiers de divorce. J'ai regardé les documents en silence, le souffle coupé entre l'incrédulité et la dévastation. « J'ai besoin de me trouver, Thomas », dit-elle d'une voix qui ne semblait pas la sienne, froide, distante. « Toutes ces années, tu as tant fait pour moi que je ne sais même plus qui je suis sans toi. J'ai besoin de le découvrir. » Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas crié. J'ai simplement signé les papiers. Et d'un trait de stylo, j'ai vu tout ce dans quoi j'avais investi, émotionnellement, financièrement, spirituellement, quitter ma vie. Ce soir-là, quand elle est partie avec 2 grandes valises, je suis resté assis sur le canapé à fixer le mur blanc du salon. L'appartement n'avait jamais semblé aussi grand et vide. Sur l'étagère, les photos de notre voyage à Cassis, de son anniversaire à Chamonix, du jour où nous nous sommes rencontrés au marché du livre d'occasion, du parc Georges Brassens. Je n'ai pas versé une seule larme. Je crois que j'étais en état de choc. Nous avions passé 5 ans ensemble, à construire une vie, à planifier un avenir. Et en un après-midi, tout était fini. Elle n'a pas regardé en arrière. Et je n'ai pas couru après elle. C'est la partie qui m'a le plus hanté par la suite, non pas qu'elle soit partie, mais que je l'ai laissée partir sans dire un mot. Le soir même, j'ai rangé toutes les photos dans une boîte. J'ai retiré la bague de fiançailles que je portais depuis 3 ans et je l'ai mise dans le tiroir de la commode. J'ai bu une bouteille entière de vin bon marché, assis par terre dans la cuisine, les yeux fixés au plafond. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la trahison, si on peut appeler ça comme ça. C'était de penser que peut-être pendant tout ce temps, alors que je croyais que nous construisions quelque chose ensemble, elle attendait simplement le bon moment pour partir. Le lendemain, la tête lancinante, j'ai appelé Léo, mon meilleur ami depuis le lycée à Montreuil. Il est arrivé en courant à apporter un croissant au beurre et un café serré du bistrot du coin, chez Jean-Pierre. « Elle a toujours été trop bien pour toi, mec », dit-il en essayant de me consoler. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Je l'aimais exactement comme elle était. Les premiers mois furent un flou de tasses de café vides, de marches nocturnes sur la coulée verte et de longs regards fixés sur un téléphone silencieux. Son numéro était toujours enregistré. Parfois, je laissais mon doigt en suspens au-dessus de l'écran, tremblant, me demandant si je lui manquais. Mais je n'ai jamais appelé. Elle avait fait son choix. Je devais le respecter, même si cela me détruisait de l'intérieur. J'ai déménagé dans un endroit plus petit, un studio à Belleville. Le loyer était moins cher et je pouvais aller au travail à pied.
J'ai obtenu une promotion dans l'entreprise informatique où je travaillais, passant de technicien à analyste de système. Le salaire s'est un peu amélioré. J'ai arrêté de conduire pour les applications. Cela me tuait à petit feu. J'ai appris à cuisiner pour une seule personne. C'était douloureux, bien sûr. Mais lentement, la douleur a diminué. Non pas parce que je guérissais, mais parce que la douleur finit par se transformer en bruit de fond. On apprend à vivre avec, comme un boiteux apprend à marcher. Le week-end, j'ai commencé à fréquenter le 104 Paris. J'allais à des concerts gratuits, je voyais des expositions, je participais à des ateliers de photographie. C'est là que j'ai rencontré Élise, une professeure d'histoire dans un collège public. Elle avait un sourire doux et une patience infinie pour écouter mes histoires. Nous sommes sortis quelques fois. Nous sommes allés au cinéma, avons dîné dans des restaurants bon marché du centre. Elle était de bonne compagnie, mais chaque fois que j'essayais de me rapprocher, je reculais. Ce n'était pas juste pour elle. « Tu es encore attaché à quelqu'un », m'a-t-elle dit un soir après que j'ai esquivé un baiser pour la 3e fois. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. C'était trop évident. Élise a cessé de m'appeler après cette nuit-là. Je ne lui en voulais pas. Léo insistait pour que je sorte, que je rencontre de nouvelles personnes, que je recommence à vivre. Il m'a emmené à des barbecues, m'a présenté des amis, m'a traîné dans des bars d'Oberkampf. J'y allais, je souriais, je discutais. Mais c'était comme si une partie de moi était toujours absente, observant tout de loin. « Il est temps d'aller de l'avant, mon pote », me disait-il. Et j'étais d'accord. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Peu à peu, je me suis créé une nouvelle routine. Je me levais tôt, j'allais courir au parc des Buttes-Chaumont avant le travail. Le soir, j'étudiais la programmation ou je lisais un livre. J'ai recommencé à économiser de l'argent. J'ai acheté une voiture d'occasion, une Peugeot 208 grise de 2012. Rien de spécial, mais elle était à moi. Sans dette, sans mensualité, en retard, sans dépendre de personne. Un dimanche, j'ai appelé ma mère à Orléans. Elle m'a demandé des nouvelles de Chloé, comme elle le faisait toujours. Cette fois, je lui ai dit toute la vérité. Que nous étions séparés depuis presque 1 an. Qu'elle était partie juste après avoir obtenu son diplôme. Que j'avais tout financé pour la voir réaliser son rêve, seulement pour être laissé pour compte. Mon fils, parfois on aime plus qu'on ne le mérite, m'a dit ma mère avec cette sagesse simple de celle qui a beaucoup vécu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois arrêter d'aimer. Ça veut juste dire que tu dois apprendre à aimer de la bonne manière. À l'anniversaire des 2 ans de notre séparation, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris. J'ai pris la boîte avec les photos que j'avais gardées et je les ai regardées une par une. Je n'ai pas ressenti de colère, ni de tristesse, juste une légère nostalgie, comme quelqu'un qui regarde une vie qui a appartenu à une autre personne. Ce soir-là, j'ai supprimé son numéro de mon téléphone. C'est là que j'ai commencé à me sentir vraiment libre, non pas parce que j'avais complètement surmonté, mais parce que je comprenais enfin que la vie continuait, avec ou sans elle. J'ai commencé à donner des cours d'informatique le week-end, dans un projet social à La Courneuve. C'était du bénévolat, mais ça me faisait du bien d'aider ces jeunes, de voir leurs yeux briller quand ils apprenaient quelque chose de nouveau. Pendant les longs week-ends, j'ai commencé à voyager seul. Je suis allé sur les plages de Normandie, à Étretat, à Deauville. J'ai conduit jusqu'à un village du Luberon et j'ai séjourné dans une auberge simple avec vue sur les montagnes. J'ai rencontré de nouvelles personnes, me suis fait des amitiés passagères. Une fois, sur une plage près de Cassis, une femme m'a demandé pourquoi je semblais toujours regarder vers l'horizon. Je me rappelle juste de revenir au présent, ai-je répondu. 2 ans ont passé ainsi, sans message, sans rencontre, fortuite. C'était comme si elle avait disparu. Et juste au moment où j'avais finalement accepté que je ne la reverrais plus jamais, la vie, cette satanée vie, avait d'autres plans. Le temps a passé sans que je m'en rende compte. Les saisons ont changé, les gouvernements ont changé, même moi j'ai changé. Je me suis fait un petit tatouage sur l'avant-bras, un symbole qui représentait un nouveau départ. J'ai laissé pousser ma barbe, puis je l'ai rasée. J'ai expérimenté, je me suis trompé, j'ai réussi. Peu à peu, j'ai réappris à être moi-même sans définir mon existence par son absence.
C'était un mardi pluvieux de juin, un de ces jours typiques de l'hiver parisien. Je suis sorti du métro Saint-Germain-des-Prés et j'ai couru pour m'abriter du crachin qui tombait sans cesse. Je suis entré chez Gibert Jeune sur le boulevard Saint-Michel, juste pour échapper à la pluie, essuyant les gouttes sur mes lunettes avec le pan de ma chemise. Je ne cherchais rien de précis, juste à tuer le temps avant une réunion avec un client. C'est là que je l'ai vue. Elle était dans le rayon poésie, dos à moi, feuilletant un livre de Prévert. Mon cœur a raté un battement. Chloé n'avait pas beaucoup changé. Même posture, même façon d'incliner légèrement la tête quand elle lisait. Mais ses épaules semblaient plus lourdes. Plus tristes, peut-être. J'aurais dû partir. Laisser le fantôme rester un fantôme. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis approché lentement comme si elle pouvait disparaître si je bougeais trop vite. Elle s'est retournée et m'a vu. Et pendant un instant, le temps s'est replié sur lui-même. Ses yeux se sont écarquillés. Une seconde s'est écoulée. Puis, presque dans un murmure, elle a dit « J'espérais te croiser un jour ». Je suis resté paralysé, ne sachant quoi dire. Elle était différente, mais en même temps, la même, cheveux plus courts, quelques mèches grises précoces qui n'existaient pas avant. Elle portait un tailleur pantalon gris, venant probablement directement du travail. Une fine alliance brillait à sa main gauche. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle en fermant le livre. « On va prendre un café ?» Mon esprit me criait de refuser, d'inventer une excuse, de m'enfuir, mais ma bouche traîtresse a répondu « Pourquoi pas ?» Nous sommes descendus au café au sous-sol de la librairie. Nous nous sommes assis à une table dans un coin, loin des autres. J'ai commandé un expresso. Elle, une tisane à la camomille. Le silence pesait entre nous comme du béton. « Tu as disparu », commença-t-elle. « Tu as changé de numéro, quitté l'appartement. Tu es parti », ai-je rétorqué plus froidement que je ne l'aurais voulu. « Tu t'attendais à ce que je fasse quoi ?» Elle a baissé les yeux, honteuse. « Je sais, c'était injuste. » La serveuse a apporté nos commandes. J'ai remué mon café sans le boire. Chloé a retiré son alliance et l'a posée sur la table, comme pour se délester d'un poids. « Ça n'a pas marché », dit-elle en désignant la bague. Je me suis marié avec Antoine, un associé du cabinet. Ça a duré 8 mois. Je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni pitié. Juste un vide étrange. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu es avec quelqu'un ?» J'ai secoué la tête. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux. Elle a parlé la première. M'a dit qu'elle avait fait une erreur. Que me quitter n'était pas à propos de moi, mais d'elle essayant d'échapper à une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Que le succès qu'elle pensait vouloir lui avait semblé vide sans quelqu'un avec qui le partager. « J'ai pensé à toi tous les jours », a-t-elle avoué, la voix brisée. Le silence est devenu insupportable. J'ai réalisé trop tard la différence entre la liberté et la solitude. Nous sommes restés silencieux un moment, avec seulement le bruit des tasses et des conversations environnantes. Je t'ai cherché sur Facebook, sur Instagram, a-t-elle poursuivi. Tu as tout supprimé. J'avais besoin de recommencer, ai-je répondu simplement. La vérité, c'est que je l'avais fait pour ne pas tomber dans la tentation de regarder sa vie, de me torturer avec les images de son bonheur sans moi. Comment vont tes parents ? Ai-je demandé, essayant de changer de sujet. Mon père est décédé l'année dernière, un infarctus. Elle a essuyé une larme discrète. Ma mère a vendu la maison et est partie vivre à La Rochelle, avec sa sœur. Je suis désolé pour ton père, ai-je dit sincèrement. Monsieur Dubois avait toujours été gentil avec moi. Elle a bu une gorgée de sa tisane et m'a interrogé sur mon travail. Je lui ai raconté ma promotion, que je coordonnais maintenant une équipe, que je pensais faire un master en management des systèmes d'information. Elle a souri, sincèrement heureuse pour moi. Ça m'a fait plus mal que ça n'aurait dû. « Et le bénévolat à la Courneuve ?» demanda-t-elle. J'ai été surpris. « Comment tu sais ça ?» C'est Léo qui me l'a dit. Alors elle et Léo gardaient en contact. J'ai ressenti une pointe de trahison, mais c'est vite passé. Léo avait toujours été l'ami de nous deux.
Je le fais toujours, ai-je répondu. Maintenant, nous avons une salle avec des ordinateurs donnés. On enseigne les bases de la programmation à des adolescents. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Tu as toujours été une meilleure personne que moi, Thomas. Je n'ai pas répondu. Non pas que je n'avais rien à dire, mais les mots étaient coincés quelque part derrière des années de douleur et de fierté ravalées. J'ai hoché la tête. J'ai souri. Mais à l'intérieur, je saignais à nouveau. La pluie avait redoublé, dehors. Je pouvais entendre le bruit puissant contre les fenêtres du café, comme si le ciel avait finalement décidé de s'effondrer. Tu penses? Elle a hésité, faisant tourner la tasse vide entre ses doigts. Tu penses qu'on pourrait essayer à nouveau? Cette question est restée suspendue dans l'air entre nous. Le bruit de la pluie semblait amplifier le silence de ma réponse. J'ai commandé un autre café, plus pour gagner du temps que par envie de boire. Chloé, commençai-je, en choisissant mes mots avec soin. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour ça? Elle a dégluti. Probablement, mais il fallait que je demande. Le café était plein maintenant. Des gens fuyant l'orage qui s'abattait dehors. Une musique jazz jouait doucement dans les haut-parleurs. À côté de nous, un groupe d'étudiants discutait avec animation d'un travail universitaire. La vie suivait, son cours normal tandis que la mienne semblait figée dans cet instant. Que s'est-il vraiment passé? Ai-je finalement demandé. Je n'ai jamais compris pourquoi tu es parti de cette façon. Elle a respiré profondément, comme quelqu'un qui se prépare à plonger en eau profonde. J'ai paniqué, a-t-elle avoué. Tu as tant fait pour moi, tant sacrifié. Je me suis senti étouffé par la gratitude, comme si j'avais une dette éternelle que je ne pourrais jamais rembourser. Et en même temps, je venais d'obtenir mon diplôme, j'étais pleine d'offres d'emploi, de possibilités. J'ai senti que si je ne partais pas à ce moment-là, je n'aurais plus jamais le courage. Je suis resté silencieux, absorbant chaque mot. Et Antoine? Ai-je demandé. Il est apparu au bon moment, je suppose. Il m'a offert un poste dans son cabinet, un appartement à Neuilly, une vie complètement différente de celle que nous avions. Elle a fait une pause. Mais tout était superficiel. J'ai réalisé que je répétais le même schéma, mais de manière inversée. Il m'étouffait avec des cadeaux chers, des voyages, des dîners dans des restaurants étoilés. Mais il n'y avait aucune connexion réelle. J'ai regardé par la fenêtre, observant la pluie s'abattre sur le boulevard Saint-Germain. Des cadres couraient avec des journaux sur la tête, tentant d'échapper à l'eau. Un vendeur à la sauvette essayait de protéger sa marchandise sous l'auvent d'un immeuble. « Je ne voulais pas te faire de mal », a-t-elle poursuivi. « J'ai pensé que ce serait plus facile pour toi si je disparaissais simplement. »« Plus facile ?» ai-je répété avec un rire amer. « Tu as une idée de ce que j'ai traversé? De ce que j'ai ressenti ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai imaginé 1000 fois ce que ça aurait été si je t'avais parlé, si j'avais expliqué ce que je ressentais, mais je ne comprenais pas bien moi-même. Je savais juste que je devais partir. Un coup de tonnerre a fait trembler les fenêtres du café. Quelques personnes ont sursauté. Nous sommes restés immobiles. « Tu sais ce qui est le pire ?» ai-je dit, brisant le silence. « Ce n'est pas que tu sois parti. C'est que tu aies attendu que je paye toute ta fac, que tu aies attendu le diplôme en main, pour ensuite me quitter. » Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais, mais ils étaient vrais. Elle a baissé la tête, vaincue. « Tu as raison, a-t-elle admis. C'était égoïste. J'aurais pu partir avant, mais j'avais peur de ne pas réussir à finir, la fac seule. J'avais besoin de ta force, de ton soutien. » Elle a levé les yeux rouges. « Ça fait de moi une personne horrible, n'est-ce pas? » Je n'ai pas répondu immédiatement. Après tout, que pouvais-je dire? Que oui, elle avait été horrible? Ou mentir et dire que non? Les deux réponses semblaient inappropriées. « Ça fait de toi un être humain, » ai-je finalement dit. Nous commettons tous des erreurs égoïstes. Nous sommes restés silencieux à nouveau. La pluie commençait à diminuer dehors. « Et ta vie maintenant ?» ai-je demandé, changeant de sujet. « Professionnellement, je veux dire. » Elle a souri légèrement, reconnaissante du changement de ton. « Je vais bien.
J'ai quitté le cabinet d'Antoine après le divorce, évidemment. Maintenant, je travaille au service juridique d'une multinationale à la Défense. Moins glamour, mais plus stable. Tu as toujours voulu la stabilité, ai-je commenté. Oui, a-t-elle convenu. Mais j'ai découvert que la stabilité n'est pas seulement financière. Elle est aussi émotionnelle. J'ai regardé ma montre. J'étais déjà en retard pour ma réunion, mais d'une certaine manière, cela ne semblait plus important. Et toi ? Demanda-t-elle. Tu es heureux maintenant ? La question m'a pris par surprise. Heureux ? C'était un mot que je n'utilisais plus depuis longtemps. Je suis en paix, ai-je répondu honnêtement. J'ai appris à vivre avec mes choix, à ne pas regretter ce que j'ai fait pour toi, même si ça n'a pas marché à la fin. Elle a hoché la tête, comprenant ce que je n'avais pas dit, qu'une partie de moi lui en voulait encore, qu'une autre partie se demandait encore si j'aurais pu faire quelque chose de différent, que peut-être je n'avais jamais vraiment tourné la page. « Je peux te montrer quelque chose ?» demanda-t-elle en ouvrant son sac. Elle en sortit un portefeuille en cuir usé. Elle l'a ouvert et m'a montré, caché derrière sa carte d'identité, une photo de nous deux. Sur la plage de Pamplonne, de grands sourires, le soleil sur nos visages. Je ne me souvenais même plus de ce jour-là. Je ne m'en suis jamais débarrassé, a-t-elle avoué. Même quand j'étais avec Antoine. Même quand j'ai essayé de te haïr de ne pas être venu me chercher. J'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était ni de la douleur, ni de la colère. Peut-être juste l'écho d'un sentiment qui avait été un jour trop fort pour tenir en moi. « Pourquoi tu me montres ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que je veux que tu saches que ça n'a jamais été juste une question d'argent, ou de la fac, » a-t-elle répondu. C'était à propos de nous, de la peur, de ne pas savoir comment gérer tant de bonnes choses qui arrivaient en même temps. La serveuse est arrivée avec l'addition. J'ai payé, malgré ses protestations. Nous sommes sortis de la librairie alors que la pluie s'était calmée en un fin crachin. Typique de Paris, en quelques minutes, le ciel passe de l'apocalypse à une brume mélancolique. Nous avons marché côte à côte sur le boulevard, sans destination précise, laissant simplement la conversation couler. « Tu n'as pas répondu ?»« À ma question », a-t-elle rappelé alors que nous passions devant le musée d'Orsay. Sur le fait d'essayer à nouveau. J'ai arrêté de marcher. J'ai regardé l'esplanade du musée, où quelques personnes s'abritaient du crachin. Un musicien de rue jouait de la guitare, le son résonnant sur le béton. « Ce n'est pas si simple, Chloé, » ai-je répondu. « Ce n'est pas comme si on pouvait appuyer sur un bouton de réinitialisation et revenir à ce que nous étions avant. »« Je sais, » a-t-elle convenu. « Je ne veux pas revenir à ce que nous étions. Je veux construire quelque chose de nouveau, de meilleur. » Nous avons continué à marcher. Nous avons traversé le boulevard en direction du jardin du Luxembourg. Le vert des arbres contrastait avec le gris de la ville. Nous sommes entrés, cherchant un banc sec pour nous asseoir. Le parc était presque vide à cette heure-là. « Tu sais ce que j'ai appris pendant ces années ?» ai-je demandé, une fois que nous nous sommes finalement assis. « Que pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si la douleur n'avait jamais existé. » Elle m'a regardé, attendant que je continue. Pardonner, c'est reconnaître que c'est arrivé, que ça a fait mal, mais choisir de ne pas laisser cela définir qui tu es ou comment tu vois l'autre personne. « Et tu as réussi à le faire ?» demanda-t-elle, la voix presque un murmure. « À me pardonner ?» J'ai regardé le ciel entre la cime des arbres. Le crachin s'était complètement arrêté maintenant, ne laissant que l'odeur de la terre mouillée. « J'essaie, » ai-je répondu honnêtement. Tous les jours. Un écureuil a traversé le chemin devant nous, s'arrêtant pour nous observer avant de grimper à un arbre. J'ai souri à cette scène. De petits moments comme celui-ci me rappelaient que la vie continue, malgré tout. Quand tu es parti, ai-je poursuivi, j'ai passé beaucoup de temps à me demander ce que j'avais fait de mal. Si je n'avais pas été assez attentionné, si je t'avais étouffé, si j'en avais trop demandé. Ce n'était pas toi, a-t-elle interrompu. Ça n'a jamais été toi. Je le sais maintenant, ai-je dit. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Et dans ce processus, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne peux pas contrôler les choix des autres, seulement les miens.
Le soleil a commencé à apparaître timidement entre les nuages, créant cette lumière dorée qui surgit après la pluie. Quelques rayons traversèrent les feuilles des arbres, créant des motifs sur le sol en terre battue. « Qu'est-ce que tu veux, Thomas » a-t-elle demandé en posant sa main sur la mienne sur le banc. Vraiment, j'ai senti la chaleur de sa peau, familière et étrange à la fois. Comme visiter une maison où l'on a vécu il y a longtemps, reconnaissable, mais qui n'est plus à soi. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi t'aime encore, probablement qu'elle t'aimera toujours. Mais une autre partie a peur. Peur de faire confiance à nouveau et d'être abandonnée une fois de plus. Elle a serré légèrement ma main. Je comprends cette peur. J'ai peur aussi, de ne pas être à la hauteur, de tout gâcher à nouveau. Un couple de personnes, âgées est passé devant nous, marchant main dans la main, riant d'une blague personnelle. Je me suis surpris à imaginer ce que ce serait de vieillir aux côtés de quelqu'un. Si Chloé et moi pourrions avoir ça un jour. On pourrait peut-être commencer doucement, ai-je suggéré, me surprenant moi-même. Comme des amis. Elle a souri, mais il y avait une ombre de déception dans ses yeux. Des amis, a-t-elle répété. C'est un début. Je ne ferme pas de porte, ai-je expliqué. Je pense juste qu'on a besoin de se redécouvrir. Les personnes que nous sommes, maintenant pas celles que nous étions avant. Elle a hoché la tête, comprenant. Tu as raison. Tu as toujours été le plus sensé de nous deux. Pas sensé, ai-je corrigé avec un faible sourire. Juste que je me suis brûlé, la main sur la cuisinière trop de fois pour savoir qu'il faut être prudent. Le soleil était plus fort maintenant, séchant les flaques sur le chemin. Quelques enfants sont entrés dans le parc, courant et riant, profitant de la calmie. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-elle, soudainement sérieuse. « Je pense accepter une offre d'emploi à Lyon. Un cabinet international y ouvre une filiale et ils m'ont invité à faire partie de l'équipe de départ. J'ai senti ma poitrine se serrer. « Quand est-ce que tu pars ?»« Je n'ai pas encore accepté, » a-t-elle répondu rapidement. « Je voulais d'abord te parler, voir si ça valait la peine de rester. » J'ai respiré profondément. C'était injuste. Elle mettait une fois de plus une décision importante de sa vie entre mes mains, me rendant responsable de son avenir. « Tu dois prendre cette décision seule, Chloé, » ai-je dit, plus fermement que je ne le voulais. « Je ne peux rien te promettre maintenant. Ce ne serait juste pour aucun de nous deux. » Elle a baissé les yeux en se mordant la lèvre. « Tu as raison. Encore une fois. » Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, observant simplement le parc s'animer autour de nous. Un artiste s'est assis non loin de là, installant son chevalet pour peindre le paysage. « Tu as combien de temps pour décider ?» ai-je finalement demandé. « Une semaine, » a-t-elle répondu. « La proposition est bonne, mieux que ce que j'ai ici. »« Alors je pense que tu as déjà ta réponse, » ai-je dit en essayant d'ignorer la boule dans ma gorge. Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas si simple. »« Ça ne l'est jamais, » ai-je acquiescé. J'ai laissé Chloé à l'entrée du métro Luxembourg. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, promettant de nous parler pendant la semaine. Une étreinte rapide, un baiser hésitant sur la joue, et elle a descendu les escaliers, disparaissant dans la foule. Je suis resté là quelques minutes, sentant le soleil de l'après-midi sécher mes vêtements encore humides de la pluie. J'ai marché jusqu'à ma voiture garée dans une rue parallèle. En chemin, j'ai appelé mon client, reportant notre réunion au lendemain. Je n'étais pas en état de discuter de projets ou de délais. Ma tête était ailleurs, dans un autre temps. J'ai conduit sans but dans la ville, laissant simplement la circulation me porter. J'ai fini près du canal Saint-Martin, près de ces endroits où l'on passait parfois des dimanches à regarder les jeunes faire du skate en mangeant du pop-corn. Je me suis garé et je suis sorti de la voiture. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Je me suis assis sur un banc, observant les derniers skateurs de la journée. Un garçon d'environ 14 ans tentait avec insistance une figure, tombant plusieurs fois mais se relevant toujours pour réessayer. Il y avait quelque chose d'inspirant dans cette obstination juvénile. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu que Chloé avait déjà envoyé un message. « Ça m'a fait du bien de te voir aujourd'hui.
Vraiment. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai pensé à tout ce dont nous avions parlé. À l'offre d'emploi qu'elle avait à Lyon. À la possibilité d'essayer à nouveau. À la personne que j'étais maintenant. Si différente de ce jeune homme amoureux qui aurait tout fait pour elle. Je me suis souvenu de Léo, qui m'avait dit plusieurs fois que je méritais quelqu'un qui me choisirait complètement. Pas quelqu'un qui me verrait comme une option. Il serait en colère s'il savait que j'envisageais de donner une seconde chance à Chloé. Mais Léo n'était pas à ma place. Il ne savait pas ce que c'était de porter cet amour non résolu pendant si longtemps. Quand le ciel était déjà complètement noir, j'ai décidé de rentrer chez moi. En arrivant dans mon appartement de Belleville, j'ai réalisé à quel point il reflétait l'homme que j'étais devenu. Organisé, fonctionnel, avec quelques touches personnelles, des livres sur les étagères, une ou deux plantes, des photos de mes voyages en solitaire. Un endroit tranquille mais pas solitaire. J'ai ouvert une bière et je me suis assis sur le petit balcon, observant les lumières de la ville. Paris ne dormait jamais, toujours en mouvement, se réinventant sans cesse. Comme moi. J'ai repris mon téléphone et j'ai tapé une réponse pour Chloé. J'ai aussi aimé te voir. Bonne chance pour ta décision concernant Lyon. Quel que soit ton choix, j'espère qu'il te rendra heureuse. J'ai envoyé le message et j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas voir sa réponse. Du moins, pas à ce moment-là. J'avais besoin de réfléchir clairement, sans l'influence de ces mots. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange sensation de paix. Comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Non pas parce que j'avais pris une décision à propos de Chloé, mais parce que j'avais enfin dit tout ce que je gardais en moi depuis si longtemps. Pendant le petit déjeuner, j'ai appelé ma mère à Orléans. Je lui ai raconté la rencontre avec Chloé, la conversation que nous avions eue. « Et qu'est-ce que tu vas faire, mon fils ?» a-t-elle demandé, avec cette inquiétude maternelle qui ne disparaît jamais, peu importe notre âge. « Je ne sais pas encore, » ai-je répondu honnêtement. Mais pour la première fois, je ne laisse pas ça me consumer. Quel que soit le chemin, ça ira. « Tu as grandi », a-t-elle dit, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Oui, j'avais grandi. Non seulement mûri, mais je m'étais épanoui. J'avais trouvé des parties de moi que je ne savais même pas exister. Ma résilience, ma profondeur, ma force silencieuse. En perdant Chloé, j'avais découvert qui j'étais vraiment. Les jours suivants, nous avons échangé quelques messages. Rien de très profond, juste des conversations informelles sur le quotidien. Elle n'avait toujours pas pris sa décision pour Lyon. Je n'ai pas insisté. Le dimanche, j'ai reçu un message d'elle, me demandant de nous voir. J'ai suggéré le parc, Montsouris, un terrain neutre. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, assise au bord du lac, jetant des miettes de pain au canard. J'ai décidé d'accepter le poste, dit-elle dès que je me suis assis à côté d'elle. Il n'y avait pas de tristesse dans sa voix, seulement de la résolution. C'est une belle opportunité, ai-je répondu. Tu vas t'y plaire là-bas. Elle s'est tournée vers moi, étudiant mon visage. Tu n'es pas déçu? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Non, je pense que c'est le mieux pour toi. Pour nous deux, en fait. Comment ça? Nous avons besoin de cet espace, Chloé, de cette distance, pour découvrir si ce que nous ressentons est réel ou juste l'écho de quelque chose qui est déjà passé. Elle a hoché la tête lentement. Tu promets qu'on gardera le contact? Promis, ai-je répondu, et c'était vrai. Je ne voulais pas la perdre complètement, même si nous ne redevenions jamais ce que nous étions. Nous avons marché, dans le parc, parlant de projets futurs, de vieux rêves, de souvenirs partagés. Il y avait une légèreté entre nous qui n'existait pas avant, sans attente, sans pression, juste deux adultes qui avaient à partager une histoire et qui écrivaient maintenant leur propre chapitre. Quand nous nous sommes dit au revoir, l'étreinte a été plus longue, plus sincère. Il n'y avait pas le poids de l'incertitude, juste l'acceptation que la vie suit des chemins inattendus. Elle est partie pour Lyon la semaine suivante. Elle m'a envoyé une photo de la vue de son nouvel appartement, avec une vue sur la ville depuis la colline de Fourvière. J'ai répondu avec une photo du coucher de soleil sur Paris, vue de mon balcon. Je ne sais pas si Chloé fera à nouveau partie de mon avenir ou si elle restera juste un chapitre de mon passé. Une chose est sûre, je ne vis plus dans le silence, je parle.
je ressens, je choisis. Et ça, finalement, c'est suffisant.